De retour dans l'Afrique et à Newsroom, Maïs Moïsi, notre invité consultant bancaire, est toujours avec nous et nos éditorialistes Alfred Chango et Jemal Taleb nous ont rejoints. Les chefs d'État des pays d'Afrique de l'Est réunis ce dimanche en Tanzanie pour un sommet sur la crise burundaise ont demandé un report des élections d'au moins 1 mois et demi. Une proposition à laquelle Bujumbura s'est dite ouverte, mais jugée insuffisante par l'opposition qui refuse toujours, nous vous le rappelons, la candidature du président Pierre Nkurunziza à un 3e mandat. Ibrahim Ndiaye. Va-t-on vers le report des élections au Burundi? Les pays d'Afrique de l'Est demandent le report des élections au Burundi d'1 mois et demi. Ils étaient réunis ce dimanche 31 mai à Dar es Salaam en Tanzanie pour apporter des réponses à la crise politique au Burundi. Cette période devrait permettre de consulter l'ensemble des acteurs du conflit. La décision des pays de l'East Africa Community concernant le Burundi de reporter d'1 mois et demi des élections n'a pas beaucoup satisfait la société civile et l'opposition parce que c'est considéré comme n'ayant pas réglé la question du 3e mandat qui est la question principale au Burundi. Et pendant 1 mois et demi, il est difficile de désarmer les milices Imbonerakure et aussi réorganiser la CENI parce qu'il y a déjà 2 personnes sur 5 qui ont quitté le Burundi, qui ont démissionné. Le gouvernement est très satisfait parce que le 3e mandat n'a pas été touché. Ce qu'on peut aussi dire, c'est l'absence du président Paul Kagame, le président rwandais. L'absence était prévisible parce qu'il est le plus acharné. Pour le départ du président Nkurunziza, il a déjà dit plusieurs fois que le président Nkurunziza quitte le pouvoir pour laisser la place aux autres parce que non pas pour vraiment la question du 3e mandat, mais parce que c'est le peuple burundais qui ne veut plus de lui. Les chefs d'État de l'Afrique de l'Est ont lancé un appel pour inviter tous les partis à faire preuve de retenue et à retrouver la table des négociations. Mais pour la rue burundaise et la société civile, la demande des chefs d'État de reporter les élections est une non-décision. Selon certains individus que j'ai pu rencontrer, en fait, ils sont déçus parce qu'ils pensaient que le sommet devrait se prononcer sur le 3e mandat du président de la République, mais ça n'a pas été le cas. Autre chose, c'est que, en fait, le problème qui les avait motivés peut-être à aller dans les rues, c'était par rapport à ce 3e mandat. Mais pour le moment, c'est vraiment, ils disent qu'ils vont continuer à faire des manifestations. Donc, ils vont continuer dans la rue. Donc, c'est en quelque sorte une déception par rapport aux manifestations, par rapport aux manifestants, selon les organisateurs. Autre conclusion de ce sommet des États de l'Afrique centrale, l'appel concernant le désarmement de tous les groupes armés liés à des partis politiques afin d'instaurer un climat apaisé dans le pays. Jemal, comment appréciez-vous ce report d'1 mois et demi? Vraiment nécessaire? Est-ce que ça va vraiment changer la situation actuelle au Burundi? Il est bien, il est malheureusement effectivement pas suffisamment important pour qu'il change la donne. Je pense que le report, je suis évidemment de ceux qui pensent que le report est nécessaire et compte tenu de ce que nous venons de vivre, un peu plus de cohésion, un peu plus d'entente, de rassemblement est absolument nécessaire. Le pays est divisé, plus que jamais divisé, son armée est divisée, ses institutions n'existent absolument plus, voilà que l'Église s'est mise aussi de la partie, et donc il est normal que le président Nkurunziza, qui vient de vivre une victoire qui est réelle, comprenne qu'on ne peut pas gérer seul dans cette situation-là un pays. Et donc le report d'1 mois et demi, qui de mon point de vue est court, est déjà le minimum. Si on pouvait le faire un peu plus et faire accepter le jeu démocratique à toutes les parties, je pense que c'est fondamental. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que, encore une fois, empêcher Nkurunziza de briguer un mandat supplémentaire n'est pas, de mon point de vue, la chose la plus intelligente au monde. Parce qu'encore une fois, le chaos que nous avons vécu est consécutif à cela et on aurait pu vivre la situation différemment. Mais ça revient toujours au débat que nous avons en Afrique. Modifier les constitutions, ne pas la modifier, changer un texte, ne pas le changer. Mais enfin, il devient carrément sacré pour certains. Cela dit, la solution, encore une fois, n'est pas celle que Nkurunziza a fait, n'est pas celle de s'enfermer comme il le fait, d'ignorer les oppositions qui sont une partie intégrante et importante de la vie politique de ce pays. Et donc, il est normal que le report soit important, qu'un dialogue, qu'une conférence nationale, un peu au modèle de ce qu'on a connu des années 90, soit mise rapidement à l'œuvre pour que les Burundais retrouvent une vie au moins pacifique et acceptable par les uns et les autres. Alors, Alfred, donc d'accord, un report nécessaire au vu de la situation, mais est-ce que dans 1 mois et demi, le climat sera plus apaisé? Qu'est-ce qu'on attend dans ce laps de temps, en fait? Amira, voilà un sommet qui a accouché d'une souris. La preuve que ça devait se terminer que de cette manière-là, c'est que
Paul Kagame n'a même pas jugé nécessaire de s'y rendre parce qu'il savait dès le départ que ça se terminerait pratiquement en queue de poisson, enfin de cette manière-là. Et puis Nkurunziza a refusé d'y aller. Enfin, chat échaudé craint l'eau froide. Il a été secoué une première fois. Il n'allait pas tout de même recommencer et retourner en Tanzanie sans s'attendre à ce qu'il y ait une autre tentative. Donc, ça ne va changer strictement rien. Ce report d'un mois, ça ne changera strictement rien. Ce qui est en jeu ici, c'est quand même le devenir du Burundi. Voilà un pays qui est sorti, depuis son indépendance, qui connaît des coups d'État, des violences, des répressions sanglantes, etc. Et qui a connu, après les accords d'Arusha de 2000, une sorte d'embellie, de sortie de crise, où tous les opposants, armés ou non armés, et le pouvoir en place, ont fini par trouver un accord minimum pour pouvoir justement retrouver la vie démocratique normale. Or, Nkurunziza est en train de briser justement cette entente, cette concorde nationale. Alors qu'on lui donne 1 mois ou 2 mois, ça ne change strictement rien du tout, puisque on va se retrouver d'ici là dans la même situation. Par conséquent, il faut effectivement que, puisque les États d'Afrique de l'Est n'ont pas été capables de la mener justement à revenir sur sa décision, que l'Union africaine, que les pays du COMESA et puis de la SADC puissent se retrouver autour de la table pour lui forcer la main à ce qu'il se retire, parce que sinon, il va conduire. Là, il y a quelques morts, hein. Mais on ne sait pas demain ce qui va se passer. Vous savez, au Rwanda, ça avait commencé comme ça, petit à petit. On en tue un par ici, on en tue un autre par là. Et puis tout d'un coup, ça a donné ce que nous connaissons, le génocide. Je pense effectivement qu'il faut qu'on arrête cette histoire-là. Nkurunziza doit retrouver ses nerfs. Il est en train de perdre ses nerfs complètement, mais il est fou. Hein, il est fou, Nkurunziza. C'est pourquoi il n'entend personne. Il n'entend que lui-même, les voix qui lui parlent la nuit, et donc il s'accroche au pouvoir. Mais je suis désolée, on va passer à la suite. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Le coton togolais se porte bien. Le pays a enregistré 113 000 tonnes pour la campagne 2014-2015, une hausse de 45% par rapport à la campagne écoulée qui, elle, a permis de récolter un peu moins de 78 000 tonnes de coton. Et pourtant, malgré cette très bonne performance, les producteurs peinent à commercialiser cet or blanc. Birama Saunera. Au Togo, la production de coton a franchi le cap de 100 000 tonnes. Pour cette saison agricole, le pays a produit 113 000 tonnes de coton. Une hausse de 45% par rapport à la campagne précédente, une récolte de 77 850 tonnes. Aujourd'hui, le pays enregistre un nouveau record dans le secteur de l'or blanc. Nous avons une pluviométrie acceptable ces dernières années, surtout l'année dernière, contrairement à ce qui se passe actuellement, mais nous avons une bonne pluviométrie. Et nous avons aussi un environnement sociopolitique qui était favorable et qui a permis aux paysans de donner le meilleur d'eux-mêmes en cultivant, en augmentant la superficie pour la culture du coton, surtout en augmentant aussi le rendement. Deuxième produit d'exportation après le phosphate, le coton est le premier produit agricole d'exportation. Le secteur cotonnier occupe plus de 123 843 producteurs privés. La filière coton constitue un véritable outil de développement du pays. Cependant, des défis restent à relever pour la commercialisation du produit. Au Togo comme en Afrique, nous sommes toujours dans un système embryonnaire, dans un système moyenâgeux où aujourd'hui les paysans produisent, mais ils ont en face d'eux un seul acheteur, notamment l'État. Ça veut dire que c'est un prix fixé par un monopole. Alors que s'il y avait une concurrence, mais le prix sera la hausse. C'est pour ça que nous appelons de notre vœu la création d'une bourse agricole dans notre région au niveau des limois comme la BRVM. Le rendement des superficies cotonnières du Togo est passé de 830 kg par hectare pour la campagne 2013-2014 à 870 kg par hectare pour la campagne 2014-2015. Le pays envisage de produire 200 000 tonnes de coton à l'horizon 2022. Maïs, une belle performance. Oui, une belle performance. Cela dit, lorsqu'on parle de tout ce qui est matière première, là nous sommes sur une matière première dite agricole, ce qui est important, ce n'est pas tant la récolte, c'est ce qu'on en fait.
donc tout ce qui relève de la transformation, de la valeur ajoutée. Donc c'est très bien d'augmenter la production en valeur brute. Simplement, il faut mettre en place tout le processus de transformation nécessaire pour accorder la valeur ajoutée. Ils ont parlé du principe de bourse agricole. Pour que ça marche, pour qu'une bourse marche, il faut qu'il y ait tous les segments du marché. C'est-à-dire, on doit avoir le planteur qui fait ses semences et qui récolte son coton, qui puisse le vendre à l'industriel qui le transforme et qui fait des vêtements et tous les dérivés du coton. C'est ça qui est important, le principe de la valeur ajoutée dans tout ce qui est production, que ce soit ici sur le coton ou même dans toutes les autres matières premières de type minéral. Et il faut arriver à faire en sorte que pour régler nos problèmes, notamment celui du chômage, faire en sorte de transformer, parce que c'est seulement en transformant qu'on crée de l'emploi. Et je vais élargir un peu, parce que très souvent sur ce plateau, on parle des matières premières, on se dit on arrive à produire plus, on arrive à vendre plus de pétrole, on arrive à vendre plus de coton, mais le chômage ne baisse pas. Pourquoi ça ne baisse pas? C'est parce que nous n'avons pas toute la chaîne de valeur qui permettrait à la fois de créer des emplois, de faire en sorte que le pays renforce les ressources qu'il tire de sa filière cotonnière ici, mais on peut élargir. Ça peut être la filière pétrolière, ça peut être la filière gazière. Et donc c'est toute la chaîne de valeur qu'il faut mettre en place de façon à permettre au pays, aux paysans et toutes les activités industrielles qui peuvent se créer autour, d'apporter au pays non seulement de l'emploi, mais renforcer les points de croissance nécessaires au développement du pays. Et on va passer au chiffre du jour, 4000 mégawatts d'énergie. C'est ce que génère le Nigeria. Et le pays a également investi près de 20 milliards de dollars pour étendre sa capacité énergétique sans grand succès. Gemal, que vous inspire ce chiffre ? Bien sûr, le retour du Nigeria. C'est comme on disait, Nigeria is back. Et il n'y a aucun doute là-dessus que le Nigeria est absolument de retour. Sur le plan d'énergie, premier gros besoin africain. L'Afrique a un taux de pénétration de 23%, l'un des plus faibles au monde, sinon le plus faible au monde. Le Nigeria est capable de répondre. Un pays qui est très cher, Alfred, donc la République démocratique du Congo, est capable à elle seule de produire 100 millions de tonnes. Donc régler le problème de tout le continent africain, même au-delà. Le Nigeria a incontestablement la main-d'œuvre, la capacité financière pour cela, il ne le fait pas. Mais enfin, le Nigeria est de retour, nouveau président, même la présidence de la Banque africaine de développement. Mais enfin, il y a encore des problèmes. Un fédéralisme mal négocié, des institutions encore fragilisées. Boko Haram est en train de régler d'occuper des zones entières à lui tout seul. Mais enfin, je fais partie de ceux qui pensent que le Nigeria est de retour, il est de plus en plus de retour, et les années à venir vont le montrer. La désignation d'un nouveau président, donc l'élection d'un nouveau président donnera sans doute, de mon point de vue, un tournant. Il est connu pour être un homme de poigne, un homme de personnalité. Voilà, donc la production d'électricité est, de mon point de vue, un pas, enfin je l'espère en tout cas, vers un retour du Nigeria et le règlement de nombreux problèmes africains, dont, encore une fois, l'énergie est sans doute le problème numéro 1. Alfred, très rapidement, avant de clore l'émission. Non, très rapidement, je trouve que 4000 mégawatts, ça n'est pas suffisant pour un pays comme le Nigeria et pour les besoins justement de ces entreprises et de ces industries. Et même pour les consommateurs lambda nigérians. On s'aperçoit effectivement qu'il y a beaucoup de Nigérians qui ne bénéficient pas d'électricité et ne bénéficiant pas d'électricité, ils ne bénéficient pas non plus de l'eau et toute une série d'autres commodités qui sont liées justement à ces distributions. Donc il y a encore des couacs qui existent et il faut aller au-delà de ces 4000 mégawatts. C'est un bon pas, mais il faut corriger déjà les pertes qu'il y a dans ces 4000 mégawatts. Maïs, très rapidement. Juste deux choses. La première est de dire, je suis d'accord avec Alfred, que ce n'est pas suffisant. Et je voudrais rappeler quand même que l'Europe s'est construite sur le principe énergétique. Donc il faut peut-être penser pour le continent africain à mutualiser de façon à ce que, parce qu'on a un potentiel énergétique qui est le plus important du monde, il faut mutualiser de façon à produire de l'énergie et à le partager au niveau du continent sur les différents segments, que ce soit l'hydraulique, l'éolienne et tout ce qui est biomasse. Et vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci Alfred d'avoir été avec nous. Merci, ça a été un bonheur, Amira, de vous retrouver sur ce plateau. Et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil aussi. Gemal, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci Amira, bonheur de Alfred absolument partagé.
Et merci à vous également, Maïs. Mais ici, je rappelle que vous êtes consultant bancaire. Merci. C'est donc la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, ce n'est pas fini, puisqu'on se retrouve demain pour une nouvelle émission consacrée cette fois-ci à la Guinée, qui apparaît comme le pionnier du mouvement syndical en Afrique de l'Ouest. À très vite.